Le titre est intriguant, j'ai vu que certains ont dit. On est vraiment envahi de mouches. On a envahi une mouche de ouf. Je vais changer. Je vais changer, voilà. Des mouches de quel type? Des mouches on habite à côté d'élevages d'animaux en tout genre. Des animaux qui défèquent énormément. De la drosophile? Oui, j'imagine. Voilà. Bon, du coup, comme j'ai passé ma nuit à bosser, que je m'apprête à passer une nuit à travailler, j'ai rien préparé pour ce soir. Voilà. Rien du tout. Mais bon, on n'a pas besoin d'être préparé pour discuter, hein, nous ici. Ici, ça va. Je suis béni d'avoir quitté le climat continental de l'Est pour une maison en pierre dans l'Ouest. Parce que autant il fait chaud dehors, autant ça va. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, ma vie, c'est de faire du jardin entre 5h et 7h du matin. Et ben, vous saurez que c'est à peu près le meilleur moment. C'est trop bien. Comme température, comme temps, il y a les oiseaux, bon, il y a tous les escargots aussi et tout. Donc ce matin, j'ai arraché les patates, j'ai planté les carottes, planté les radis, j'ai arrosé à fond. Voilà, pour bien tenir la journée. Pour désherber aussi, j'ai beaucoup désherbé, et pour désherber, c'est vrai que c'est très pratique l'arroser. Quand le débrief sur la meute, ça arrive, il faut que je finisse de le lire, mais pour finir de le lire, il faut que j'ai fini de monter la vidéo sur laquelle je travaille. Il doit faire frais, t'es en t-shirt ou en gilet? Je suis en t-shirt là. 20 degrés à 5-6 heures du mat, il faisait 17 ce matin. Quand je suis sorti, il faisait 17. Donc ouais. Il a fait chaud. Il a fait chaud et comme à chaque fois qu'il fait chaud, le traitement médiatique de la canicule est contestable. Sauf quand il fait 40 degrés à Paris. Là, BFM TV, ils sont rouges de colère, c'est le cas de le dire. Mais sinon, on en a déjà parlé du manifeste de Ruffin. Tu sais, moi j'avais signé l'appel aux législatives, donc t'inquiète pas qu'ils m'envoient des mails dans tous les sens. Hein. Mail que je me suis désinscrit de la newsletter là parce que euh, voilà. Mais on attendra de voir. On attendra de voir. J'ai vu aussi qu'Emmanuel Grégoire se lançait à la mairie de Paris. Ouais, De Villepin lance son mouvement. Ça fait beaucoup de nouveaux arrivants là au même moment. Qui va survivre et qui sera encore là dans 6 mois? Jean-Luc Mélenchon. Ça, oui. Euh, les autres, je sais pas. T'inquiète, t'inquiète. Mais du coup, ouais, ça me fait rire. Il faut vraiment une alerte rouge météo pour que en Île-de-France, pour que ça parle vraiment de la canicule et que ça se pose des questions sur le réchauffement climatique. Mais tant qu'il fait pas 40 degrés dans le métro,
Euh, la presse nationale n'est pas très indignée par les températures qui étaient déjà hautes la semaine dernière. On a déjà battu des records de température au Pays Basque la semaine dernière. Donc ça me fait rire parce que bon, et le traitement du réchauffement climatique est toujours un peu complexe. Hein, le traitement des canicules, où on voit les gens sur les plages, on voit les gens en terrasse en train de boire des coups. Euh, Non, on n'est pas très étonné, mais bon. Le Pen qui a dit qu'il faut un grand plan de climatisation, mais Ciotti aussi. Ciotti aussi, j'ai vu, ouais. Grand plan climatisation, ouais, nouveau truc. Ouais, grand plan clim, mais le réchauffement climatique n'existe pas, renseignez-vous. Bien sûr. Comme Éric Ciotti qui a utilisé sa niche parlementaire pour essayer de faire passer une loi pour empêcher Marine Le Pen d'être condamnée. Bon. De toute façon, là, ça va rebaisser les températures. Ça va rebaisser, mais ça va pas rebaisser de ouf. Hein. Si, ça va rebaisser ce week-end. Ce week-end, ça va redescendre à 20 degrés. Là, je vous dis pas, le maïs pousse à une vitesse. Ça, pour le coup, voilà, il y a du bien, j'imagine. Hein. Clément Viktorovitch disait que la clim devait être construite comme le chauffage dans le cadre des logements. On n'imagine pas un logement sans chauffage pour l'hiver. Ça devrait être pareil avec la clim, on n'y croit pas malheureusement. Mais la climatisation est déjà plus ou moins considérée comme telle dans le cadre des déclarations de taxes foncières. Puisque tu dois déclarer la clim quand tu fais la taxe foncière. Après, la clim, c'est déjà obligatoire dans le sud de la France. Hein. Mais la climatisation, si j'ai bien compris, hein, ça fonctionne un peu comme une pompe à chaleur, mais inversée, quoi. J'ai cramé la moitié de mes réserves d'eau des récupérations de plis, j'ai 1,5 tonne. Ah ouais. Oui, 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 ok. Mais donc la climatisation, bah oui, c'est un débat chez nous. Après, la climatisation, c'est surtout parce que il y a un clivage social la climatisation, parce que bah, ceux qui climatisent sont ceux qui ont les moyens de climatiser, ça coûte cher de climatiser. Et les bâtiments qui nécessiteraient le plus d'être climatisés sont aussi les bouilloires thermiques et bâtiments qui sont mal isolés, quoi. Et de toute façon, sur les questions de logement, je vais pas vous mentir. Moi, je suis assez fataliste. Tant qu'on comptera sur la France des petits propriétaires rentiers pour pouvoir rénover et notamment faire la rénovation thermique des bâtiments en France, on sera bloqué dans une situation où les gens crèveront de chaud en été et crèveront de froid en hiver. Voilà. Point. Donc, bon. Par exemple, tu peux m'emmener des couverts? Merci. Par exemple, quand on voit à Paris, là, sous les toits en zinc, comment les gens crèvent de chaud dans des bâtiments, des fois, tout en, comment dire, avec aucune isolation. Merci. Non, j'ai ce qu'il faut déjà. Merci. Tu me dis, bon, bah, tu peux installer toutes les clims que tu veux, ça réglera pas le problème. Hein.
La RT 2020 est inadaptée dans le sud de la pour le sud de la France. La RT 2020 est inadaptée pour la rénovation aussi. De toute façon. J'en avais parlé sur la chaîne secondaire, mais vous savez, ici, pour certains trucs, je suis considéré comme rénovation, pour certains trucs, je suis considéré comme du neuf. Sur des critères. Moi, ici, vous savez, je suis classé C ou D. Hein. Parce qu'il aurait fallu que j'installe une VMC double flux, blablabla, blablabla. Alors qu'en. Alors que, clairement, en termes de confort thermique, on est très bien ici. Hein. Mais par exemple, c'est un truc très con, mais nous, dans le mur, on a fait un dégrossi à la chaux des murs, on a mis une lame d'air, on a mis... donc du coup, par contre, on a mis de la laine de verre. Et tout ce qui est la lame d'air, le dégrossi à la chaux, etc., ça compte pas dans l'isolation. Ça compte pour 0. Un hérisson dans le sol, tout à fait. Avec un drain. Dans le sol, il y a drain, hérisson, TMS, dalle, chape. Bah, il y a que dalle et chape qui comptent. Donc sur les critères de calcul, après on peut faire du qui ressemble à du zinc mais qui n'en est pas. C'est ce qu'on fait en Bretagne pour l'ardoise. C'est chaud. Bah l'ardoise, faut pas être dans une région où il grêle. Hein. Mais oui, c'est chouette. Bref, sur le confort thermique, on a encore beaucoup à faire. Ouais, mais nous aussi, les coureurs, il faut tout refaire. En même temps, quand un coureur il vient chez toi et qu'il dit faut tout refaire et qu'il en a pour 40 000, et il passe 3 mois, beaucoup moins chiant. Hein. Pour lui en termes de business. Oh, monsieur? L'autre jour, j'ai dû faire un diagnostic thermique chez moi.
Le diagnostiqueur me disait qu'il différenciait pas les logements mitoyens chauffés et non chauffés. Et sur les questions de l'ancien, par exemple, genre laine de verre c'est telle case, laine de roche c'est telle case, mais la pierre elle est pas prise en compte quoi. Pourtant d'avoir 80 cm d'épaisseur de mur de pierre ça change tout. Hein. Si j'avais de la pizza, oui sûrement. Tu fais quoi? Attends, je sais ce que tu veux. Voilà. De toute façon, les notes de DPE, pendant longtemps, ça a quand même été assez décrié. Pas toujours pour les bonnes raisons. Ça part d'un bon sentiment, hein, notamment pour rendre inlouable ou être considéré comme vétuste certaines installations, mais en même temps, il y a tellement ça dépend tellement de plein de choses. Ah, monsieur? Ah, c'est vraiment très chiant. Nous, quand on a acheté, il n'y avait pas de DPE. Donc tout le DPE prévisionnel a été fait que sur du déclaratif. Que sur on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Parce qu'il faut un DPE prévisionnel pour avoir les aides, des aides de l'État. En gros, il faut que si jamais tu pars de telle lettre, il faut que tu aies au moins telle lettre à la fin pour avoir des aides. Je pense qu'on est D, hein, on est C ou D. Parce que c'est calculé sur des mauvais critères. On va faire le calcul. Je vais vous dire combien on a. Mais, par exemple, en ce moment, on est à 20 balles d'électricité par mois. Pas beaucoup, hein.
A priori, on est, on est C, au mieux, on est C. Et que je déclare... Ouais, bon. On a un chauffe-eau électrique, ouais. On n'utilise pas beaucoup d'eau chaude en ce moment. Et notre chauffe-eau, il est performant, donc on utilise très peu d'eau, on a un cumulus. Ça chauffe entre 1h et 5h du matin. Donc ouais, ça chauffe en heure creuse. Non. Ce qui fait qu'on a plus de pression la nuit. Combien de kilowattheures par mois? Je sais plus. Après, si ça se trouve, je dis 20 balles, ça se trouve, c'est plus que ça. J'ai dû aller récemment sur le site de l'EDF faire un paplard, là, une attestation de domicile pour un truc. Et c'était ça, je crois. Peut-être sauf c'est plus. Je trouve que je dis n'importe quoi. En hiver, par contre, ouais, c'est beaucoup plus, bien évidemment. Et on a on a payé 21 € au mois de juin. Voilà. Bon, j'étais pas loin. Hein. 21 € au mois de juin. On a consommé 21 € d'électricité au mois de juin. Pourtant, on était là. Après, en janvier, on est monté à 330 €. Ça, c'est... Voilà. Mais par contre, là, en ce moment, on est à 21 €. Au mois de janvier, il a vraiment fait froid. Il a fait du -8, -9 ici. Et donc, en kilowattheure, on a consommé 93 kWh. Ça va? Ça va, 20 balles d'électricité. Hein. On est deux à télétravailler. Bah, moi aussi. Bah, alors, en fait, faut savoir que c'est au moins 10 balles, je pense, d'électricité, juste mon ordi. Mais ce qui consommait beaucoup, c'est de toute façon, c'est le chauffage, les chauffages d'appoint en hiver, notamment dans la chambre, dans le bureau. 30% de ma consommation électrique, c'est de l'eau. 18% de consommation, c'est ordinateur télé. 17%, c'est la cuisson. 9%, c'est le réfrigérateur. 8%, le lave-linge. Ce mois-ci, hein. Éclairage, 8%. Eau chaude sanitaire, 30%. Ouais, j'ai déjà dit. Bah après, peut-être qu'on... Après, l'installation électrique, elle est neuve. Tout a été fait aux normes. Les câbles, je sais pas si ça joue, mais ça va droit, quoi. Je sais pas si ça joue non plus pour mon ordinateur, mais moi, par exemple, j'ai, en plus de mon alimentation, j'ai un onduleur. Je sais pas si ça joue. Donc ça fait batterie aussi. Ça consomme 5 watts. Ouais, non, ça consomme rien.
On n'a pas de déperdition. Et le seul truc qui nous coûte un peu, c'est l'eau chaude. Et l'eau chaude, c'est en heure creuse. En fait, il faut savoir que la moitié des kilowattheures qu'on consomme sont consommés entre 1h et 5h du matin. Donc en fait, c'est les machines la machine à laver, le lave-vaisselle et l'eau chaude sanitaire. Tout ça, nous, c'est entre 1h et 5h du matin. Donc avec le contrat heure creuse, en fait, on paye... Et c'est vrai que je travaille la nuit. C'est vrai que je travaille surtout la nuit. Les rendus, je les fais de nuit. C'est vrai. Pas sûr que ça change grand-chose, mais... Mais c'est vrai que je travaille aux heures creuses. Bah, ça nous fait faire des économies assez substantielles, faut croire. Hein. Et on n'a pas de sèche-linge, ouais, c'est vrai. On n'a pas de sèche-linge. Après, tous les appareils sont neufs. Hein. Non, pas la machine à laver. Mais le frigo non plus. Mais c'est des appareils qui ont moins de 5 ans. Le chauffe-eau, il est neuf. Et on l'a pris, on a mis 50 ou 70 balles de plus. En plus, on l'avait eu en réduction. Mais il a une très bonne note énergétique. De toute façon, au bout d'un moment, les appareils les plus vieux consomment beaucoup plus. La chaudière, pareil, la plaque électrique, elle consomme quasiment rien. La chaudière, elle consommait... quand on habitait à Fougères, c'était pas la même. C'est le problème, hein. Mais les équipements sont plus performants aujourd'hui, ça doit beaucoup aider, hein. Ça doit beaucoup jouer. Même mon ordinateur, mon ordi... Après, j'ai changé d'alim il y a pas longtemps. Mon ordi, en l'occurrence, consomme... Les ordi, en l'occurrence, consomment de plus en plus. Mais donc, c'est une mauvaise... Enfin, consomme de plus en plus. Pas ramener la puissance de calcul, mais globalement... Quand à l'époque, moi j'avais une alimentation de 600 watts, je faisais tout tourner, et là on va se risque de passer, quand on va changer de setup, à une alimentation de 1000 watts. Hein. Parce que la puissance de calcul, ça consomme quand même. Notamment les cartes graphiques, ouais. Ouais, ça bouffe. Ouais. On est passé à l'électrique et la facture a à peine bougé. Après, nous on est à l'induction. L'induction, ça consomme beaucoup moins. D'ailleurs, c'est la meuf, me l'avait dit au téléphone, hein, la meuf d'EDF, m'avait dit si jamais vous n'avez pas encore d'installation électrique pour le chauffage, je vous conseille de mettre de l'induction, vous consommerez beaucoup moins. La maison en passif, 500 watts. Ouais. Après, on n'a pas d'enfants. Voilà. Les corps de duo consommaient 95 watts, alors qu'un i7 dernière génération, c'est 120. Bah voilà. Bah en fait, je le vois j'ai upgrade de plusieurs équipements et j'ai des problèmes d'alimentation dans mon ordi. J'ai des problèmes des fois d'alimentation des ports USB, des machins. Parce qu'il n'y a pas assez de puissance. Et j'ai cramé une alim il y a pas longtemps. Les heures creuses, c'est même plus que ça. Les heures creuses, c'est de 1h24 à 7h24 et de 12h54 à 14h54. Voilà. Et du coup, on est mensualisé. Hein. L'électricité, on est mensualisé. Hein. Du coup, on paye 120 € par mois. Et je pense qu'on va se prendre une régule. Hein. On va clairement se prendre une régule. On va clairement se prendre une régule parce que... Les travaux aussi, ça consommait de ouf. Hein. Je me rends compte que les travaux, ça consommait quand même pas mal. Ouais, on va se prendre une régule. On va se prendre une régule pas très importante. Peut-être de... Quand même, bien 400 balles de régulation d'électricité, je pense. Ça va dépendre de combien on consomme au mois de juillet.
Ça me fait penser à ma sœur qui disait qu'il fallait toujours débrancher les chargeurs car oh là là, ça consomme de ouf. Les chargeurs, ça consomme rien. Si, importante. 400 balles, là, pour payer la régule, on les a pas. Donc si, c'est important. Après, on mettra en place un échéancier. La première année que je suis arrivé à rue des Feutries... Oh putain, j'ai dit le nom de la rue. On s'en fout, j'y habite plus. À Fougères, je crois que la première année, on a payé 800 balles de régule. On a eu 800 ou 900 balles de régule. Et en Autriche, j'avais eu... À Strasbourg, pardon, j'ai eu 2000 euros. Ouais, 2000 euros de régulation. Mais c'était vraiment une vraie passoire thermique. Du coup, quand on ne chauffait que dans la chambre et dans le salon, avec un radiateur que j'avais acheté à bain d'huile, là, à part, on n'utilisait pas les radiateurs vétustes de l'appartement. Et comme du coup, on chauffait pas dans la salle de bain, on tombait régulièrement sous les 10 degrés. Et ça avait même gelé une fois dans la salle de bain. On avait laissé la fenêtre ouverte et il faisait très froid et ça avait gelé dans la salle de bain. Du coup, je suis en train de remplir la feuille descriptive sur EDF. Chauffage individuel au bois. L'équipement d'appoint utilisé pour mon chauffage. Merde. Attends. Convecteur, radiateur à accumulation, je sais plus ce que c'est mon type de radiateur. Ah oui, c'est des radiateurs spécifiques aussi qu'on a. Des radiateurs à accumulation, je crois. Oui, complètement. Du coup, j'en profite pour remplir. J'ai un insert en bois. Oui. Non. Non. Mon logement équipé d'une piscine, non. Oui. Non. Oui. 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 Putain, je ferme les volets la nuit, c'est un critère. C'est un critère important apparemment pour l'isolation. Dans la journée, il y a toujours quelqu'un chez moi. Oui. Généralement, je m'absente chez moi. Jamais. Je pars jamais de chez moi. En été, je m'absente une semaine, non, 0 semaine. Je m'absente jamais. Je suis tout le temps chez moi. C'est l'endroit où je suis le mieux. Pareil, toutes nos ampoules sont des LED. Hein. On a que des LED. Volume de ballon d'eau chaude, 200 litres. J'utilise une climatisation, non. Du coup, je suis en train de faire le truc en même temps. Les occupants prennent des douches et pas des bains. On n'a pas de jacuzzi ni de balnéo. On a une table à induction, micro-ondes, four électrique, oui. Ok. Valider ma information détaillée. Voilà. C'est un questionnaire. Ouais, c'est un questionnaire à la conso. Non, mais en l'occurrence, s'il y a bien un truc dont je suis certain, c'est que si je dois être cambriolé, et ça pourrait arriver, hein, ça arrive à beaucoup de gens, les gens tomberaient sur moi réveillés. En tout cas, si une cambriole de nuit, ils tomberaient sur moi réveillé, voire moi dans le jardin à 5 heures du matin. Je suis une personne beaucoup plus chiante à cambrioler que la plupart des gens qui ont des vrais horaires et qui doivent sortir de chez eux pour aller travailler. Moi, en l'occurrence, je travaille chez moi. Je ne sors jamais de chez moi. Genre, je ne sors jamais. Quand je sors, c'est pour aller au kiné vite fait ou pour aller faire les courses, mais sinon, je suis tout le temps chez moi. Je suis très bien chez moi, en fait.
Euh, Nous, la chambre donne directement sur les parties accessibles de la maison. Donc, littéralement sur une grande allée. Donc, on voit les gens arriver. Voilà. Et mon jardin, tu peux pas y pénétrer par l'extérieur parce qu'il y a 2 mètres de ronces. Donc, à moins que le gars vienne avec une débroussailleuse ou une tronçonneuse, le gars ne peut pas rentrer sur le terrain. Ça me paraît compliqué. Ou alors, il faut vraiment qu'il passe par un voisin, puis par un autre voisin, puis par un autre voisin. Donc, voilà, non. Globalement, c'est compliqué. Donc, je dis pas, le risque zéro n'existe pas. Hein. Mais vu ma situation géographique, et de ce que je sais de sont les statistiques de cambriolage, c'est assez peu probable que je sois cambriolé un jour, surtout que, encore une fois, pour prendre quoi? Ça serait très chiant pour rentrer, et tu rentres pour prendre quoi? Il manque des oies, il y a des ânes qui gueulent quand les gens y passent, et des chiens de chasse à côté qui gueulent quand les gens y passent. Ah non, j'habite plus en milieu urbain du tout, moi. J'habite à la campagne. Same, sauf quand je suis en voyage, bah moi je ne voyage pas. Donc voilà. Et quand je m'absente, c'est pour un événement. Donc là, souvent, c'est public, donc voilà. Mais il y a toujours quelqu'un chez moi. Comme il y a toujours des chats à faire garder, il y a toujours quelqu'un chez moi. Euh, Et puis nos voisins ont vu chez nous, on a vu chez nos voisins, enfin, on connaît nos voisins. Les cambriolages sont plus souvent en milieu urbain, oui. Plus la densité de population est forte et plus le risque de cambriolage est important. Pour prendre quoi, les cambrioleurs découvrent en rentrant? On n'a pas de bijoux, on n'a pas de cash. On a... On n'a pas grand chose de valeur qui soit facilement emportable. On n'a pas grand chose de valeur, hein, de toute façon, de manière générale. Si, il y a mon père faux, quoi. Il y a quoi? Pas des broussailleuses. J'en sais rien, mais après, il y a toujours le matériel audiovisuel, hein, mais le matériel audiovisuel, bah, est dans le bureau. Ah, Monsieur Bourrage est en train de se délecter de la pizza. Bah, j'ai quand même. Alors, il y a quand même, a priori, il y a quand même 2 types de cambriolage. Il y a le cambriolage ciblé, auquel cas, cibler des gens qui ont de l'argent, quoi. Genre, si jamais vous devez, dans un pâté de maison, cibler une maison pour cambrioler, prenez celle où il y a de l'argent. Elle est là-bas. Merci. Il vaut mieux cambrioler les gens qui sont médecins que les gens qui sont RSA, me semble. Et il y a le cambriolage qui est pas ciblé, purement opportun. Dans ces cas-là, plus c'est facile de rentrer et plus les gens ont de chances de se faire cambrioler. Souvent, ça cible des zones avec une certaine densité de population. Milieu urbain ou alors lotissement de village à côté de grands axes routiers, par exemple. C'est souvent ici dans les news, il y a dans tel... aïe, oh la vache, ma hanche. Dans tel village, qui en fait, 3 quarts du village, c'est un lotissement banlieue dortoir de gens qui vont bosser à Rennes. Il y a des cambriolages l'été, quoi. Parce que c'est à côté de l'autoroute, facilement accessible. 3 quarts du bled, c'est un lotissement. Les gens sont en vacances. Ouais. Après, il faut savoir que les pauvres se font souvent cambrioler par d'autres pauvres. Ça, c'est surtout dans les zones urbaines.
Dans les cambriolages ciblés, de ce que j'avais lu, c'est moins le cas maintenant, mais beaucoup de gens ciblaient les artisans, ou les restaurateurs, ou les commerçants, qui pour beaucoup c'est moins le cas aujourd'hui, mais qui historiquement ramenaient la caisse à la maison parce qu'ils font les dépôts de banque une fois par semaine. Et donc comme ils ramènent la caisse à la maison, ben tu cambrioles pour cibler la caisse et voler le liquide. Je me demande ce que ça donne dans les villages de résidence secondaire quasiment vides 80% de l'année. Il y a du gardiennage. Quelqu'un de ma famille qui bosse là, qui fait les jardins des résidences secondaires et il y habite. Il y habite quand les gens n'y sont pas. Pour garder la maison. C'était exceptionnel. Oui, mais en l'occurrence, ça les arrangeait aussi. Parce que du coup, ils faisaient l'entretien et gardaient la maison, quoi. Et oui, je sais que c'est exceptionnel. Je sais que c'est pas toute l'année. « 5% des cambriolages visent les maisons secondaires contre 60 les maisons principales. » Mais il y a combien de résidences secondaires en France? Après, les gens qui ont les moyens d'avoir des résidences secondaires, ils ont souvent les moyens de mettre des systèmes d'alarme, de machin, de trucs. Et les commerçants, ouais, se font souvent cambrioler. Ça dépend qui, mais ceux qui ramènent la caisse à la maison. Moi, j'ai des amis, j'ai plusieurs amis dont les parents étaient artisans ou commerçants et qui se faisaient cambrioler qui se sont fait cambrioler lui quand ils étaient jeunes plusieurs fois au cours de leur jeunesse. Où ça ciblait spécifiquement la caisse du magasin. Environ 10% du parc, ah ouais, donc du coup c'est sous-représenté. Ouais. Je sais pas si on en est où en termes de chiffres sur les cambriolages. Bonjour Jordan. Il y a un truc sur Lyon. Les vols sans violence contre les personnes reculent. Mais les vols de véhicules augmentent. Ah oui, vols de véhicules, c'est un bail ça. C'est de plus en plus un bail les vols de véhicules. Ou les vols d'une partie des véhicules. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines villes d'ailleurs veulent revenir sur l'absence d'éclairage la nuit. Autant ça réduit les agressions. Parce que du coup, bah, les gens ils se voient pas. Ou en fait, quand vous vous promenez dans le noir, votre agresseur aussi il est dans le noir. Donc c'est vachement plus galère pour lui de s'en prendre à vous ou de vous voler. La fuite est plus facile quand on peut pas vous suivre dans le noir. Et les gens aussi ont tendance à, du coup, beaucoup plus emprunter les grands axes éclairés plutôt que les petites rues. Bon, bref. Par contre, j'avais vu effectivement que l'un des impacts probables de l'extinction des feux la nuit, c'est les vols sur véhicules et dégradation des véhicules. La majorité des voitures n'ont plus de clés mais des cartes, je vois pas comment les vols pourraient augmenter au contraire. C'est ironique. Ça se clone des clés, hein. Le deuxième arrondissement de Lyon, c'est celui avec le taux élevé, le plus élevé de vols de véhicules. Les vols à la roulotte.
Voilà. Je sais pas où c'est le 2e arrondissement de Lyon. C'est le 2e arrondissement de Lyon qui est le plus exposé sur la criminalité de manière générale en termes de vol. Par contre, cambriolage, c'est le 6e arrondissement de Lyon. Cambriolage, c'est le 6e arrondissement de Lyon, puis ensuite le 3e, puis ensuite le 5e. Mais il se trouve que... c'est ça, bah ça revient. C'est Lyon... si Lyon est touché, c'est surtout les communes voisines qui le sont le plus, genre Dommartin, Dardy, la Tour de Salvani, Lanty, sont très touchés apparemment par les cambriolages. Et plus que les quartiers de Lyon intramuros. Voilà. À Lille, pareil, Lille est touchée, mais surtout la banlieue proche de Lille qui est plus touchée. Les zones où les gens y vivent et où les gens ne sont pas quand ils partent travailler à Lille, quoi. Ouais, quartier résidentiel avec des maisons isolées, bah voilà. J'imagine que ça explique. Hein. Alors que à côté, y a plein de départements qui sont très très faiblement touchés par les cambriolages, genre le Cantal. La Haute-Marne, ça allait. Hein. La Haute-Marne, il y avait des cambriolages quand j'étais jeune, il y en a eu. Il y a notamment eu le célèbre cambriolage de la supérette de Torcenay par les gens du voyage, auquel ma sœur a assisté. Puisque ma sœur était partie acheter des bonbons à la supérette. Et elle s'est retrouvée témoin d'un hold-up. D'un hold-up un peu à l'ancienne. Un braquage de caisse à la supérette. Merci Fipruni pour le 52e mois, c'est énorme. Et ouais, bref, de toute façon, une société, pour qu'il y ait moins de cambriolage, il faut que ce soit une société où tout le monde ait de quoi vivre. Hein. Merci Action Thomas pour le Prime. C'est l'un des facteurs les plus explicatifs. Il y a une vidéo que j'ai prévue. Il y a une vidéo qui est prévue. J'ai parlé d'une vidéo qui est prévue sur la sécurité. Parce que j'avais lu une étude de sociaux qui montrait qu'il y a aussi un autre effet d'aubaine sur le cambriolage et les vols. C'est qu'aujourd'hui, dans un monde toute technologie, où la technologie est de plus en plus petite, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de se barrer avec 5000 € de matériel sous le bras que ça ne l'était il y a 40 ans, quoi. Les télés, elles pesaient un âne mort. Les ordinateurs, j'en parle même pas. Il n'y avait pas le bon coin pour revendre tout facilement. Alors que là, j'ai vu par exemple, parmi les choses qui sont les plus volées, c'est genre les iPhones, les MacBooks, quoi. Faut pas plus de flics. Bah, sur les cambriolages, ça sert à rien. Mais par contre, on voit qu'il y a vraiment un business de la sécurité privée qui est en pleine explosion en France. Alors que on vit quand même relativement dans un pays plus sûr qu'il y a 20 ans. Les chiffres de la criminalité ont plutôt tendance à baisser. Ouais, je veux dire, tendanciellement. Genre si on compare les de décennie en décennie. Effectivement, d'année en année, il y a des fluctuations. Voilà. Après, je crois que c'est un truc particulier de genre les agressions ont vachement réduit, mais les vols ont augmenté. Il y a un truc du genre, je crois.
Après, les vols dans la rue, c'est vrai que bah, avant que les gens aient des téléphones dans leur poche, on volait pas les gens dans la rue, quoi. Enfin, genre, moi, une fois, on s'est promené avec mon oncle à Metz. En se promenant, il y a un gars qui est arrivé par derrière et qui a essayé de lui voler son téléphone, lui arracher de la main, quoi. Parce qu'il avait le dernier iPhone, machin. C'est de lui arracher de la main direct, quoi. C'est vrai que ce genre de phénomène devait beaucoup moins exister à une époque où les téléphones coûtaient... Il l'a pas eu, non. Mon oncle est quelqu'un de très nerveux et quelqu'un de très agressif. Euh... Ouais. Il a des problèmes de gestion de colère, mon oncle. Je pense que les autres l'ont capté direct. Ils sont barrés en courant. Ils ont voulu un peu au départ, genre tâter le terrain et quand ils l'ont vu devenir en un instant tout rouge et gueuler à 110 décibels. Ouais, il y a aussi les trucs de voisins vigilants. Ouais. Oui. Il y avait une vidéo, je sais pas si elle est encore vraiment d'actualité, qui était La France a peur de la chaîne Hacking Social. C'était une vidéo qui doit maintenant bien avoir 8 ans. Hein. La France a peur. Il y a 10 ans. Oh la vache, il y a 10 ans. Voilà. Eh putain, alors autant ce terrain, je connaissais, il y a pas de problème. Ce terrain, moi, vous savez, hein, tous les bails, le crayon, le rachat de Serfia, etc. Bon, ça j'ai capté. Hein. Autant je savais pas que ce terrain, c'était les Smartbox. Ça, pour le coup, je savais pas. Je l'ai appris il y a 2 jours. Mais les coffrets cadeaux de merde, là, c'est ce qui finance le fascisme, du coup, en France. Bon. Mon père, il est à fond là-dessus, mais c'est trop chiant. Mon père, quand il sait pas quoi m'offrir, pour un anniversaire, il m'envoie un code cadeau Smartbox. Tiens, vous irez faire un restaurant. Souvent, d'ailleurs, tu peux pas vraiment faire un restaurant avec, faut toujours rajouter 10 ou 15 balles derrière. Et ça m'est arrivé d'en faire périmer. Hein. C'est toujours le truc, la baise, ou si jamais tu veux un truc un minimum cohérent, et ok, il faut rallonger, rajouter 30 balles derrière. C'est parti pour prendre mon shift dans l'imprimerie pendant le live. Ah, c'est cool, tu passes en imprimerie, c'est cool. T'as pas vu l'épisode du Usul et Lumi sur ce terrain? Non, mais moi, ce terrain, et on entend France Info en parlait encore hier, non. Ce terrain, je connaissais déjà un peu le bail, évidemment. Vous vous doutez bien. Mais non, effectivement. Mais en fait, moi, je vais être très honnête avec vous, je ne regarde plus Usul depuis qu'il n'est plus sur Mediapart. Du tout. Pas parce que je n'aime pas Usul, hein. C'est pas du tout le problème. C'est juste que en fait, je consomme déjà énormément de médias. Je regarde même encore la télé, moi. Je m'intéresse beaucoup à la sémiologie des médias. Je lis sur le sujet. Donc je vais pas en plus re-regarder des vidéos où en fait, je les ai regardées au début, hein, les vidéos. Mais bah, j'apprends pas grand chose. Je suis pas le public cible. Le public cible, c'est celui qui n'a pas le temps de s'informer. Et qui a besoin qu'on lui qu'on lui parle de tout ça. Moi, j'avoue, souvent, j'en ai déjà bouffé et c'est particulièrement anxiogène. Je commence à être un peu fatigué, je commence à être un peu usé de regarder autant les médias. Et la télé est franchement, et ça c'est, attention, une populaire opinion peut-être, la télé c'est moins usant qu'Internet. En termes de mauvaises nouvelles, en termes de fake news,
en termes de tout ce que tu veux. Internet, c'est trop chiant, ça demande trop de charge mentale, de tout vérifier, de tout machin. Alors la télé, le fait est que c'est étudié depuis très longtemps. Et ça continue d'être encore très étudié. Et souvent, les canaux de diffusion, et en plus comme c'est du linéaire, donc le contenu est... si vous analysez BFM TV, vous avez une durée de programme fixe sur lesquels vous pouvez vous concentrer. Sur Internet, c'est tentaculaire. Et moi, quand je scrolle sur Insta, en ce moment, j'ai 3 vidéos Minecraft, 4 vidéos de jardinage, et après, je commence à avoir des vidéos politiques, et tu me dis, tiens, attends, c'est bizarre, ça. Et tu check, et en fait, déjà, c'est de la reprise, c'est de la remédiation, d'ailleurs. Pour moi. Et les médias de gauche sont très importants, hein, il faut les soutenir. D'ailleurs, j'en fais partie, hein, je fais partie des médias de gauche, mais c'est pas ce qui aide le plus à avoir un moral en béton, quoi. Un élément, il me semble, c'est que la télé, c'est moins personnalisé. Il y a quand même moins de parasocial, c'est moins vénère que les personnalités d'Internet. Oui, mais l'essentiel du contenu que vous consommez sur Internet, l'essentiel du contenu qui est consommé sur Internet, est du contenu qui vient de la télé. Ou qui vient de chaînes YouTube qui sont des web TV. Je crois plus de la moitié. Plus de la moitié de ce qui est en circulation, en tout cas sur TikTok et sur Instagram. Ouais, web TV, genre Blast. La moitié, des médias web, quoi. Je crois que c'est à peu près la moitié. Je crois que 40%. De toute façon, c'est dans la prochaine vidéo, mais je crois que c'est à peu près 40% du contenu en circulation sur TikTok vient de la télévision. Voilà. Vient de la télévision. Donc... Et après, oui, tout le monde est potentiellement un influenceur et tout le monde a potentiellement une vérité à livrer. Et les vérités que livrent ces influenceurs-là est aussi structurée par d'autres influenceurs qui peuvent être aussi tout à fait contestables quand ils n'ont pas d'intérêt économique directement en jeu. Le crayon est un exemple emblématique. Voilà. Blast, ça n'a pas de rapport avec la télévision, je ne comprends pas. Ah bah si. Si. Moi je trouve que si. Quand même. D'ailleurs, je serais curieux de connaître c'est quoi les tranches d'âge que Blast cible et touche en particulier. Bah, comment les programmes sont pensés ou comment le modèle économique est pensé, ça ressemble. C'est nous vraiment une web TV de journal, quoi. C'est comme le Figaro Live. Figaro Live, c'est le journal qui a le plus gros service vidéo en France. C'est une vingtaine de personnes dédiées. C'est comme le service vidéo d'Ouest France. C'est comme beaucoup de journaux, hein, beaucoup de médias. Ils ont des formats assez rigués, parce qu'en fait, les formats assez rigués, ça facilite l'automatisation de la production. Et l'un des enjeux aussi d'un média, c'est d'arriver à être si pas rentable, en tout cas à pas être trop déficitaire. Et donc pour ça, l'avoir des formats répétitifs assez éculés et des formules efficaces, c'est tout à fait au cœur de la logique. Et cette logique-là, en fait, elle est directement, c'est directement la suite logique de ce qu'a été le modèle économique des chaînes d'information comme BFM ou comme LCI ou comme iTélé à l'époque. C'est juste que ils ne peuvent pas occuper 24 heures d'antenne parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Je pense que si jamais ils pouvaient le faire, si jamais ils avaient les moyens de le faire, ils le feraient, Blast. C'est ce que le média avait essayé de faire. Le média est peut-être d'ailleurs le chaînon manquant entre les deux. Le média, c'est on va essayer d'exporter le journalisme de commentaires et d'investigation, et du coup surtout de commentaires quand même, parce que ça coûte moins cher, sur Internet, et que tout un enjeu d'ailleurs pour remonter à la télé ensuite,
Et le média, à la base, ils avaient communiqué, ils avaient démarché beaucoup de créateurs, mais leur logique économique était fondamentalement incompatible avec la création de la vidéo sur Internet telle qu'elle avait lieu à l'époque. Et ils se sont dit, on va tout focaliser sur le JT. Et donc c'est vraiment une façon très très télé de voir les choses. Et très très vieille logique, mais c'est parce qu'en fait la télé, elle naît avec le journal télévisé. Ça, faut bien comprendre. La télévision naît avec le JT qu'on connaît aujourd'hui, tel qu'il existe encore d'ailleurs. Alors, il n'a pas tout à fait la même forme. Il faut savoir que quand la télévision est apparue, il n'y avait pas de présentateur télé emblématique qui vous faisait des présentations de sujets, etc. Il y avait uniquement des images et du commentaire voix off. Mais la télévision apparaît avec le journal télé, et en fait... Blast, c'est dans la logique de ce que c'est. En fait, c'est le chaînon suivant en termes de format web du média. Et d'ailleurs, on pourrait voir, on peut voir que quand Mediapart, par exemple, ils font des lives en plateau, ça ressemble vraiment à une émission de télévision. C'est vraiment pensé comme étant une émission de télévision avec une formule claire, une formule simple, etc. Et d'ailleurs, les vidéastes aujourd'hui sont structurés. Même les vidéastes qu'on commence sur Internet sont structurés par cette vision qui est que pour que ça fasse sérieux, il faut que ça fasse institutionnel, il faut que ça fasse rigué avec des vrais formats, des vraies formules, des trucs très facilement déclinables, parce que c'est aussi moins cher à faire. Et ce qui fait que quand les gens s'inspirent sur Internet aujourd'hui, quand les gens ont beaucoup de moyens à mettre dans un programme et qu'ils veulent créer un programme sur Internet à destination des gens d'Internet, c'est de la télé en moins bien. Franchement, c'est de la télé en moins bien avec moins de moyens. C'est très rare les formats où il y a des moyens qui sont des formats qui ne pourraient exister que sur Internet. Il y en a. Mais par exemple, on peut penser ce qu'on veut de Backseat. Backseat, c'est vraiment une émission telle qu'elle pourrait exister à la télé. C'est probablement ce qui fait que ça les aide à avoir des figures politiques à venir, hein, probablement. Par contre, un événement comme Speedon, c'est un événement qui ne pourrait pas exister à la télé. Tel qu'il existe. Vous pouvez pas diffuser à la télé 6 heures de speedrun de Final Fantasy. Genre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans aucun monde. Même le Téléthon, le Z-Event ressemble déjà un peu plus au Téléthon. Clairement, c'est le Téléthon d'Internet. Hein. C'est un mélange entre Téléthon et Fort Boyard. Déjà un peu plus, parce que y a du multicam potentiel, y a des événements, il y a un programme avec moins de tunnels, etc. Mais un truc comme Speedon, où t'as des gens qui vont streamer, ils vont faire le speedrun d'un jeu, bon, qui peut être commenté, mais en même temps, enfin, Speedon à la nuit, c'est toujours une ambiance. Il y a Speedon du jour et Speedon la nuit, mais moi, quand je regarde des runs de Speedon de 6 heures au milieu de la nuit, c'est des trucs qui ne peuvent pas exister à la télé en l'état. Par exemple. Salut du sud-ouest. Aujourd'hui, clim toute la journée pour veiller ma gamine malade. Basique, 18h en 2 minutes, le soleil, 2 heures de plat. Ouais, bah ouais. C'était si nul que ça, l'ORTF. C'est peut-être mieux que Boléry News. CNews, tu veux dire? CNews, c'est vraiment... c'est le React Twitch avec des moyens. Et rentable. C'est rentable le React sur Twitch, je l'ai dit. C'est même très rentable. Tout ce que vous détestez chez CNews, une bonne partie de ce que vous détestez chez CNews, c'est ce que vous retrouvez dans le React sur Twitch. Alors en version facho, oui, effectivement, mais c'est le café du commerce, c'est on va commenter ad nauseam des images qui sont prises d'ailleurs. Comme ça, pas besoin de produire nos propres images, pas besoin d'envoyer des journalistes sur le terrain. Juste besoin de prendre 3 randoms qui ont vu la lumière et discuter pendant 2 heures d'une déclaration, d'une phrase, d'un sujet. C'est ce que fait Pliodélique à l'extrême droite, c'est ce que font plusieurs figures de gauche qui font du React sur Twitch de gauche.
W9 prépare pourtant sa plus grande slow run de Malcolm cet été. Oui, mais ça après, le fait de racheter des séries pour les diffuser sur des espaces de diffusion, ça, la télé le fait depuis le début. Mais là, tout ça, je suis en train de vous paraphraser et vous spoiler la prochaine vidéo, puisqu'on va parler précisément de ça. Et c'est juste qu'aujourd'hui, Internet ressemble beaucoup à la télé. Et la télé s'exporte, la télé est même essentiellement consommée par les jeunes sur Internet, sans qu'ils s'en rendent compte. Et alors qu'ils continuent à avoir un regard critique sur la télé. Ça n'empêche que la plupart des informations qui leur parviennent de la télé, elles leur parviennent via un TikTok ou via Instagram, quoi. Ou via Snapchat. Ce que j'avais compris, c'est que le RTF, c'était full service public. Ensuite, c'était peut-être utilisé n'importe comment, mais bon. C'était propagande d'État, ouais, quand même. Ça donne quoi la nouvelle chaîne télé T18? Moi, je suis tombé sur un programme. Je vais vous retrouver le nom. Je vais vous retrouver le nom. Ah non, mais j'ai pas le nom. C'était un truc avec Najat Vallaud-Belkacem. Il était tombé dessus, lui, j'ai vu, oui, bah, dès l'instant que j'ouvre la bouche, lui, il fait les poubelles. Hein. Psychodélique, son travail, c'est de faire les poubelles. Hein, donc, il fait les poubelles. Hein. De la critique média, ça aurait sa place, non? Avec de l'info à froid, je sais pas combien de temps ça tiendrait. Ça coûte plus cher de faire ça. Vous avez vu Olidri sur Twitter qui dit que Psychodélique n'est pas politique. Si on parle de Olidri, Noob, la série Noob. Moi, je l'avais vu faire des grands posts sur l'écriture inclusive à l'époque. C'était pas très pertinent. C'était pas très pertinent. Donc je pense aussi que je les connais pas. Très honnêtement, je les connais pas, les gens de Noob. Je les connais zéro, pas du tout. Ça ressemble quand même à, dans leur ligne, dans leur approche politique de certaines choses, à ils se perçoivent eux-mêmes comme apolitiques parce que il faut bien discuter avec tout le monde. Ils sont un peu confus de droite, je pense. Mais voilà, je les connais pas, à mon avis, il est peut-être pas très pertinent. Je sais pas si vous s'en est d'ailleurs leur jeu vidéo là. C'est des gens qui sont quand même relativement contents avec le système tel qu'il existe. En fait, c'est toujours une. Les apolitiques sont des conservateurs au fond. Sont des conservateurs qui craignent quand même le changement, qui le trouvent trop extrême très souvent. Mais eux ne se perçoivent pas comme de droite, parce que de droite c'est être méchant. Et eux, ils se pensent comme étant des gentils. Voilà. Oui, c'est que la situation leur convient, mais bien sûr. La très grosse vidéo qui sera diffusée le 6 septembre au cinéma de Fougères, venez nombreux, l'une des vidéos,
Le programme est en train de s'étoffer d'ailleurs, hein, je vous le dis, l'affiche sera bientôt disponible. Euh, sont... Enfin, il y a toute une partie de la vidéo sur le sujet de la politique. La politisme. Et je cite Hugo Décrypte notamment. Voilà, bon. C'est peut-être surtout qu'elle ne s'y intéresse pas. C'est des gens, ils suivent le courant de la rivière. Je pense aussi que tendanciellement, les apolitiques sont des gens qui finissent aussi par s'y faire, quoi. Mais d'ailleurs, comme les conservateurs de manière générale, genre les gens de droite aujourd'hui, ils reviennent pas sur le mariage pour tous, hein. Tendanciellement, parce que genre, qu'est-ce que ça a été ce foutoir d'avoir le mariage homosexuel? Et aujourd'hui, ça paraît normal pour la plupart des gens que les homosexuels puissent se marier. Mais rendez-vous compte d'où on vient, c'était il y a 10 ans. Hein. Mais tout comme Marine Le Pen voulait revenir sur l'avortement, le remboursement de l'avortement jusqu'en 2012, et maintenant elle a abandonné. Donc, ouais, bah. Écoutez. Pour moi, ça fait partie un peu de la masse informe des Français, du français moyen, qui est quand même celui qui détermine le destin du pays et d'une élection très souvent. Mais c'est ça, il y a pas mal de gens aussi qui sont sur cette étape de moi, vous savez, je suis mesuré, je suis quelqu'un d'ouvert, donc je vote au centre. Alors que voter au centre, c'est voter à droite. Voilà. Je serais curieux de refaire le baromètre politique là. Putain, je vais faire ça. Le Politiscale, je vais le refaire. Vous allez pouvoir me juger sur pièce. Notamment tous ceux qui disent que je suis un confus de droite là, ou un confus SOSDEM. On va le refaire. On va voir, ça peut changer, hein. Des fois, ça peut changer.